Mon nom est François Racine, président d'Alu-Québec. Merci de mettre vos micros en mute, s'il vous plaît, et fermez vos écrans. Donc, c'est notre troisième webinaire sur, évidemment, la situation tarifaire Canada-États-Unis, une situation qui évolue de jour en jour, comme vous le savez très bien. D'ailleurs, aux yeux de Donald Trump, tarif est le plus beau mot du dictionnaire. On peut débattre de ça, mais c'est certainement le mot le plus utilisé présentement. Donc, un mot populaire et on en subit les conséquences, on n'a pas le choix d'en parler. Donc, aujourd'hui, en fait, le thème principal de la présentation, c'est surtout partager avec vous une étude qui a été faite pour le compte de BCF par Avisio. On vous en dira un petit peu plus tantôt. Une étude sur les impacts potentiels là, que peut avoir cette guerre tarifaire-là. C'est une présentation qui date de quelques semaines, mais qui est tout à fait d'actualité, puis qui donne quand même un aperçu de ce qui est en jeu. Donc, on va revenir là-dessus. Et donc, c'est Mario Lefebvre d'Avisio Conseil qui va donner la présentation. Il y aura un mot d'introduction de Julie Doré, qui est associée directrice du bureau d'avocats BCF, et Manon Goudreau, qui est vice-présidente marketing et stratégie client chez BCF, qui est également membre du conseil d'Alu-Québec, sera avec nous également là pour répondre aux questions, aux besoins sur la présentation ou d'autres éléments reliés à ce dont on va discuter. Donc, essentiellement, ben, c'est ça. Julie va nous parler un petit peu de pourquoi, la motivation derrière la réalisation de cette étude-là. Ce que je vais faire, moi, c'est vous donner quand même un petit peu d'informations. Comme je disais, c'est un dossier qui évolue, puis on a des choses quand même intéressantes, je pense, qui sont pertinentes à partager avec vous. Les premières, ben, ça a déjà été partagé, mais je reviens quand même là-dessus. Il y a des mesures d'aide qui ont été annoncées par Québec. Vous avez le lien dans la présentation. En passant, la présentation est enregistrée, sera disponible sur notre page tarifaire, la page tarifaire ou des tarifs de notre site Web. Donc, ce lien-là, quand même, présente les deux principaux programmes qui sont liés à de l'aide au niveau liquidité et un autre qui est lié à développement de nouveaux marchés, productivité. Donc, je vous laisse aller voir ça. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Un autre qui est intéressant, qui a été porté à notre attention là, dans les derniers jours, c'est le processus de remise de tarifs. On en a déjà parlé lors de la situation tarifaire avec les produits chinois en octobre. Et il y a un peu le même processus de remise tarifaire. Donc, autrement dit, tout ce qui est tarif douanier payé pour les intrants des États-Unis, surtout si c'est des composantes, des matières premières, il y a tout un processus. Donc, cette page-là vous donne un peu la marche à suivre et la procédure. C'est clair qu'au niveau des importations des États-Unis, on parle de volume hyper important, significatif. Donc, c'est un processus qui probablement va prendre un peu plus de temps. Là. Il y a quand même beaucoup de dossiers à traiter, mais c'est quand même important d'être au courant de la démarche, là, surtout si vous pensez que vous avez droit à ce genre de remise-là. Parenthèse, je dirais qu'Alu-Québec s'est positionné de façon très définitive à l'égard des tarifs sur les intrants d'aluminium. Essentiellement, notre position, c'est de dire qu'il ne devrait pas y en avoir sur les intrants d'aluminium qui sont des composantes ou des matières premières que les transformateurs d'ici utilisent. Donc, on est tout à fait pour les contre-tarifs sur des produits finis, des produits de consommation, mais absolument pas pour les intrants comme les plaques, les feuilles et autres produits d'aluminium que vous avez besoin, pour lesquels souvent, il n'y a pas d'autres ou très peu d'options. En fait, c'est souvent les États-Unis ou la Chine, si on parle de plaques ou feuilles. Il y a déjà un tarif sur la Chine, mais clairement, au niveau des intrants américains, notre positionnement, c'est qu'on ne devrait pas pénaliser encore plus les transformateurs d'ici, avec la situation qui est déjà très pénalisante. L'autre élément, on entend parler, là, jusqu'au 2 avril, il y avait une exemption sur les exportations canadiennes vers les États-Unis, mais qui rencontrait les règles d'origine de l'accord de libre-échange, la ECM. Je vous ai mis le lien qui donne un peu la démarche à suivre. Bon, évidemment, le 2 avril, c'est pratiquement demain, mais si jamais cette exemption-là est maintenue pour certains produits ou autres, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir ça. Ça peut donc vous permettre peut-être d'éviter de payer ou d'avoir à payer des droits de douane ou faire payer des droits de douane sur certaines exportations vers les États-Unis. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est essentiellement une déclaration, en fait, ou une autodéclaration au niveau de l'origine des intrants et du contenu canadien ou nord-américain des produits exportés vers les États-Unis.
je le disais d'entrée de jeu, on a une page dédiée sur la situation tarifaire sur notre site Web. Je vous invite à la consulter. On ajoute régulièrement de l'information. Nos présentations, donc la reprise de nos webinaires est également là. Il y a de l'information additionnelle et des liens qu'on garde dans notre section membres, donc vraiment pour les membres de l'U-Québec. Pour nous, c'est important qu'il y ait une valeur ajoutée, évidemment, au membership. Donc, mais il y a quand même des informations générales là, que je vous invite à consulter sur notre site Web dans la section tarifs américains. Il y a un sondage, bon, puis je sais qu'il y a beaucoup de sondages, vous êtes inondés, mais il y en a un auquel on est associé qui regroupe l'ensemble des grappes industrielles, donc de différents secteurs industriels du Québec. C'est un sondage qui est piloté par la communauté du Montréal métropolitain, mais qui se veut quand même un reflet de la situation sur l'ensemble du Québec pour différents secteurs d'activité. Bon, il y a un lien qui est dans la présentation, puis je mettrai tantôt là, le lien directement dans la boîte de dialogue. C'est quelques minutes, c'est quand même de l'information utile et importante qui peut influencer là, des décisions d'appui à différents secteurs industriels. Donc, je vous invite, si c'est possible, à répondre à ce court sondage-là. Dans la présentation, vous aviez aussi un lien, c'est quand même intéressant. C'est un court vidéo qui explique un petit peu la situation au niveau de la disponibilité et l'accès à l'aluminium primaire des transformateurs américains. Ça explique un petit peu pourquoi c'est un peu utopique de penser que les Américains vont être rapidement autosuffisants. Puis ça, je dirais, ça détruit un petit peu la portée là, de la nécessité de ces mesures tarifaires-là, certainement en tout cas sur l'aluminium canadien. Donc, c'est quand même intéressant. Puis c'est l'Association de l'aluminium américaine, en fait, qui est derrière ce vidéo-là. Donc, on ne le présentera pas ici, mais c'est quelque chose là, de 7-8 minutes, je pense, qui peut être intéressant à visionner. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ben, finalement, petit message publicitaire pour nos membres, les non-membres aussi, mais c'est un peu plus cher. Il y a notre Assemblée générale annuelle et surtout notre cocktail annuel sur la colline parlementaire le 29 avril. Donc, suivant notre AGA qui est en fin d'après-midi, ben, à compter de 5 heures, on a un cocktail à la bibliothèque du Parlement. Comme on a fait l'an passé, et l'an passé, ben, il y avait, je pense, une douzaine d'élus, ministres et parlementaires là, qui se sont joints à nos membres et aux gens qui participaient à la rencontre. Donc, c'est l'occasion ben, de parler de votre réalité, de parler de vos défis, puis ben, essentiellement faire part de tout ce qui se passe dans notre secteur d'activité aux parlementaires pour qu'ils connaissent mieux notre industrie, soient sensibilisés encore une fois à nos défis, nos opportunités. Donc, c'est vraiment une belle occasion de réseautage. L'an passé, il y avait plus d'une centaine de personnes, puis c'est vraiment un bel événement. Donc, il y a plus d'informations sur notre site Web. Là, je vous invite à consulter ça. Fait que c'est fini pour ma part. Je vais passer la parole à Julie et ensuite Mario. Donc, on y va vraiment avec la principale présentation là, d'aujourd'hui. Donc, je quitte et je laisse Mario partager son écran. Merci beaucoup, François. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Je me présente, Julie Doré, je suis associée directrice chez BCF. BCF, c'est un cabinet de droit des affaires. On est dans notre 30e année cette année. Un bureau qui, depuis 30 ans, là, accompagne les entreprises en droit commercial, en litige, en immigration, en fiscalité, propriété intellectuelle et en droit de l'emploi. On travaille depuis plusieurs années avec un partenaire là, de grande importance pour nous, Aviseo Conseil, qui, depuis plus de 10 ans, là, offre des services là, de conseil stratégique et en économie à ses clients. On a fait beaucoup de projets avec Aviseo. On en a fait pour notre propre compte, on en a fait pour le compte de clients communs. Et on a ça qui nous rassemble. Là. Je pense que les deux firmes, on souhaite être capable d'influencer dans notre bien modeste mesure, mais l'écosystème dans lequel on vit, l'économie du Québec, c'est quelque chose qui nous rend très fiers là, de penser qu'on est capable d'être un acteur pour faire avancer les choses. Donc, quand la menace des tarifs est arrivée il y a quelques semaines de ça maintenant, certains d'entre vous pourraient dire pourquoi un bureau d'avocats s'intéresse à une étude économique puis s'intéresse à l'impact économique des tarifs américains. Ben pour nous, on voyait beaucoup de clients qui avaient beaucoup de questionnements, d'insécurité, des clients qui, même s'ils n'étaient pas affectés directement par ces tarifs-là,
décidaient de mettre en veille leurs projets. Puis on s'est dit comment on peut les aider, comment on peut venir en aide à ces clients-là. Et pour nous, la meilleure façon de venir en aide à nos clients, c'est de comprendre le milieu dans lequel ils évoluent, comprendre les enjeux auxquels ils font face, être capable de leur donner des outils pour comprendre ça et ultimement, dans un monde idéal, bien, peut-être être capable d'influencer un peu ce qui se passe autour de ça. Donc, dans ce contexte-là, ça a été très, très naturel pour nous là, de faire appel à Viséo et à son équipe économique et de dire pourquoi on ne fait pas une étude économique sur l'impact des tarifs au Québec. Donc, rapidement, on a mis ça en branle et l'équipe de Mario là, a réussi à faire un travail exceptionnel en quelques semaines qui dresse le portrait sur 2 angles. Là. Tout d'abord, on s'est intéressé à dresser un portrait statistique des exportations québécoises vers les États-Unis et à identifier quels sont les produits et quels sont les secteurs les plus vulnérables pour le Québec. Donc, ça, c'est le premier angle qu'on a regardé. Ensuite, on est allé sur une analyse d'impact, un peu de voir donc quel peut être l'impact de ça sur le PIB au Québec, sur ultimement les emplois au Québec, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et on s'est également lancé dans certaines pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pense qui peut être des bonnes idées? Qu'est-ce qu'on pense qui ne peut pas être une bonne idée? Sans vendre le punch de ce que Mario va vous présenter, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. C'est un ensemble de solutions qui peut faire qu'on va passer plus ou moins bien au travers là, cette période de turbulence-là comme économie. Il n'y a aucun secteur qui est à l'abri. Aucun secteur, évidemment, là, le secteur de l'aluminium, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, vous le verrez, peut être très là, lourdement impacté, mais il n'y a pas de produit à l'abri, il n'y a pas de secteur à l'abri. Donc, ça aussi, je pense que c'est important. Puis vous allez voir, Mario vous présentera des belles petites surprises là-dedans qu'on a appris. Mario, qui est un économiste chevronné, il a encore appris des choses en faisant cette étude statistique-là. Donc, bref, un travail dont on est très fiers, mais surtout, on est fiers de pouvoir faire avancer ce débat-là. Et on poursuivra la discussion lors d'un forum économique sur la résilience du Québec là, qui aura lieu le 27 mai prochain, qui réunira des gens d'affaires, des financiers, des décideurs, les milieux universitaires, pour qu'ensemble, on se mette là, à la table à dessin pour trouver des solutions concrètes, des engagements concrets des parties prenantes qui pourraient nous permettre, comme économie, comme société au Québec, de réagir, de se retrousser les manches et de passer à travers cette période-là. Alors, sans plus tarder, Mario, je te cède la parole. Merci beaucoup, Julie. C'est à mon tour de vous saluer. Donc, ce qu'on va faire, on va vous présenter ça en 4 temps. Premièrement, remontrer, c'est une chose qui est bien connue, mais Julie le disait, j'ai appris des choses même dans cette section-là, l'importance des exportations pour l'économie du Québec. Ensuite, comment on est arrivé à identifier certains produits qu'on a ensuite regroupés en secteurs particulièrement à risque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes de solutions intéressantes. Sans vouloir répéter, Julie, déjà, pas une en soi qui va fonctionner toute seule, mais il y a quelques pistes qu'on va explorer ensemble. Puis on va parler de la fameuse réplique canadienne. Donc, on se lance tout de suite l'importance d'exportation et ça, pourquoi c'est devenu un sujet tellement important. Ça prend à peu près toute la place dans la campagne électorale fédérale pour le moment. Et à juste titre, oui, on vient de parler de campagne fédérale. Ici, on va focusser Québec. Mais la part des exportations dans le PIB du Québec, c'est à peu près le tiers de l'économie. 32% si on veut être précis. Et ça, c'est uniquement les exportations de biens. On a exclu l'exportation de services parce que ça, c'est extrêmement difficile à tarifer. Ça se passe beaucoup en ligne, donc on ne commencera pas à surveiller les serveurs, puis qu'est-ce qui passe la frontière en matière de rapport. Donc, c'est beaucoup plus facile de tarifer les biens qui, eux, passent physiquement les frontières plutôt que les services. Mais les exportations de biens, c'est 32% du PIB du Québec. C'est à peine une dizaine de pourcents aux États-Unis. Ça, pourquoi eux pensent que de faire des choses en matière de commerce international, ça aura beaucoup moins d'impact sur eux
car ils se voient beaucoup plus autosuffisants, ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs, mais pour nous, c'est sûr que c'est un sujet extrêmement important. Quand on regarde ces exportations, ben, règle générale, vous allez entendre que les États-Unis, c'est 75% des exportations du Québec. C'est 75% des exportations, oui, si on regarde uniquement les exportations internationales. Mais une des choses que j'ai appris en faisant cette étude-là avec l'équipe d'Aviseo, c'est de voir que 29% des exportations du Québec s'en vont vers d'autres provinces canadiennes. Moi, j'avais l'impression que le chiffre était plus bas, à un point tel que l'équipe a dû me trouver fatigante parce que je leur ai constamment demandé de revérifier ce chiffre-là. Et effectivement, 29% de ce qu'on exporte au Québec s'en va dans d'autres provinces canadiennes. Donc, on y reviendra tantôt quand on va parler de potentielles solutions. Donc, si on prend l'ensemble des exportations, y compris les biens qui bougent entre les provinces canadiennes, mais à ce moment-là, la part de nos exportations qui s'en va aux États-Unis est tout de même un retentissant 48%. Donc, pour faire un chiffron, là, à peu près la moitié des exportations totales du Québec qui s'en vont tout droit vers les États-Unis. Parmi ceux-là, bien évidemment, on a focusé d'abord sur les vins plus importants exportations. Je vous en dresse une petite liste ici. Mais vient en tête de liste, et c'est pour ça que pour moi, c'est sans surprise de me retrouver ici aujourd'hui, l'aluminium et ouvrages en aluminium qui compte pour 10% des exportations vers les États-Unis. Donc, une exportation sur 10 en dollars, ça vient de l'aluminium. Donc, c'est extrêmement important. Vous voyez, le numéro 2 est à 6,5. Je ne vous les lirai pas tous et toutes. J'ai fait une autre découverte ici. J'ai trouvé le numéro 7 intéressant. Je ne m'y attendais pas. Chocolat et autres préparations de cacao. Mais bref, voici la liste là, des 10 plus grandes exportations en importance en dollars vers les États-Unis. Mais ce n'est pas parce que vous êtes une exportation importante vers les États-Unis que vous êtes nécessairement les plus à risque. Oui, en principe, ça fait plus peur, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut regarder des trucs comme la dépendance aux exportations, tant d'un côté que de l'autre. Donc, on regarde les produits importés par les États-Unis qui proviennent en grande partie du Canada. Oups, tête de liste, l'aluminium. Donc, 71% de l'aluminium importé par les États-Unis provient du Canada, dont 56 proviennent du Québec. Donc, on voit là, que aluminium et ouvrages en aluminium, tantôt j'ai mis le top 10, mais aussi le 16e qui est d'intérêt pour vous là, au niveau des fils d'aluminium, là aussi, une part importante. Donc, il y a quand même une certaine dépendance américaine envers certains produits canadiens, le cuivre, même chose, papier et carton également. Donc, il y a des produits pour lesquels il y a quand même une dépendance assez lourde là, de la part des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de niveau de risque variable, parce que lorsqu'il y a une dépendance comme celle-là, et François en a fait mention un peu tantôt, là, c'est pas comme si les Américains vont devenir autosuffisants en aluminium demain. Là. Pas du tout. Ça sera très long si jamais ça arrive, ce qui est loin d'être clair également. Mais il faut aussi regarder la dépendance des producteurs québécois face au marché américain. Et là aussi, votre industrie ressort parce qu'il y a une grande portion de la production québécoise de l'aluminium et des ouvrages en aluminium, 75% de la production qui se retrouve du côté des États-Unis. Vous voyez, de ce temps-là, on parle beaucoup de diversification. Vous voyez qu'il y a certains secteurs là, dont il n'y a pas une si grande part de la production qui se retrouve aux États-Unis. Donc, eux sont déjà diversifiés en partie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en rouge là, ceux dont la dépendance semble être la plus importante vers les États-Unis. En gris, c'est plutôt moyen. Et en bleu-vert, là, ce qui montre une dépendance limitée.
Donc, mis à part l'aluminium, les États-Unis montrent une faible dépendance envers plusieurs produits québécois. Et ça, ce n'est pas unique aux Canadiens. Il faut savoir que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le commerce international, c'est une dizaine de pourcents de l'économie américaine. Donc, c'est vrai que les Américains peuvent jouer un peu plus les indépendants ou les durs sur les tarifs, mais je pense qu'en ce qui concerne l'économie canadienne, les économies canadiennes et américaines sont tellement imbriquées que je pense qu'on sous-estime l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur eux. Donc, quand on parle de moins dépendants du côté des importations américaines, bon, très dépendant de l'aluminium, notez, donc ça, pour vous, entre guillemets, bonne nouvelle, mais il y a plusieurs produits canadiens, québécois, qui ont une production américaine. Et donc, il suffirait, la façon de lire les chiffres qui sont à l'écran, c'est qu'il faut, le chiffre indique de combien la production américaine devrait augmenter pour pouvoir se passer des importations en provenance du Québec. Donc, focusons sur la deuxième colonne. Vous voyez qu'il faudrait que leur production d'aluminium augmente de 69 pour pouvoir se passer de ce qu'ils importent du Québec. Mais voyez que pour plusieurs autres denrées, ce serait des augmentations de production là, très faibles, 2 1 Oui, il y a 8 dans le cuivre. Donc, leur dépendance et leur capacité à pouvoir offrir aux consommateurs américains une alternative qui pourrait être américaine est plus grande dans certains secteurs. Mais regardez encore une fois l'aluminium, à quel point elle fait bande à part. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'aluminium, on a une situation vraiment particulière dans le sens où, comme j'ai montré, il y a une grande part de la production québécoise qui se dirige aux États-Unis, mais les États-Unis sont très loin de l'autosuffisance en matière d'aluminium. Donc, lorsqu'on met tout ça ensemble, on regarde les degrés de dépendance. Il ressort là, 15 des 20 produits qu'on avait au départ là, qui sont pour nous les plus à risque. Et ensuite, ben, pour pouvoir compiler les impacts potentiels sur le PIB du Québec et sur les emplois, on a dû mettre tout ça sur une base industrielle parce que les données d'emploi et de PIB n'existent pas là, par produit. Donc, il a fallu agréger un peu. Et donc, on arrive avec ces secteurs. Voici les secteurs qui ressortent comme étant vraiment les plus à risque. Voici ce que ça veut dire en matière d'emploi. Voici ce que ça veut dire en matière de PIB au Québec. Donc, c'est près de 100 000 emplois. C'est un chiffre que le gouvernement du Québec reprend souvent. C'est 100 000 emplois. Mais attention, ce n'est pas 100 000 emplois qui vont disparaître demain. On vient de le dire. Les Américains ne seront pas autosuffisants en aluminium demain. Là. Donc, ce n'est pas comme si les 6 666 emplois qu'on a ici vont disparaître demain matin. Ce n'est pas du tout le cas. Et même chose, là, on parle de 4 du PIB, mais encore une fois, ce n'est pas ici une prédiction que dans un cadre d'augmentation des tarifs de 25 permettez-moi l'anglicisme, across the board, on aurait un impact sur le PIB du Québec, un recul de 4 Non, mais c'est les secteurs qu'il faudra avoir les plus à l'œil dans le cadre de cette situation-là, parce que ce sont des secteurs qui vraiment sont fortement exposés. Donc, il faudra voir comment ces secteurs-là réussiront à tirer leur épingle du jeu. Avant de passer aux solutions, il y avait quelqu'un qui nous posait la question, à savoir, oui, mais il y a peut-être un moyen d'utiliser les marges bénéficiaires là, pour contrer ça. Et lorsque vous analysez les marges bénéficiaires des 9 secteurs qu'on vient de mettre à l'écran, c'est pas comme si là, des marges bénéficiaires tellement grandes qu'on pourrait baisser notre prix de 25 puis faire en sorte qu'on est capable de vendre aux Américains le produit au même prix avant tarif qu'après tarif. Les marges bénéficiaires, avec le temps, se sont amincies. Et donc, l'idée d'utiliser la marge bénéficiaire pour nous, là,
n'est certes pas la plus porteuse. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un bout de chemin à faire, peut-être, mais je n'irai pas de ce côté-là. Parmi les pistes de solutions, j'irai d'abord vers une diversification des exportations. Parce que, cette dépendance-là sur l'économie américaine, à mon point de vue, nous a grandement fait mal au fil du temps. Pourquoi? Parce que ça nous a donné une certaine complaisance. C'est-à-dire qu'on avait ce gros client qui était content avec nos produits, qui voulait de nos produits, qui cognait à notre porte. On a souvent eu un dollar qui s'est déprécié par rapport au dollar américain pour toutes sortes de raisons au fil du temps. Lorsqu'on regarde les 40, 50 dernières années, bon, il y a eu des bons moments pour le dollar, mais il y en a eu des moins bons. Les moins bonnes années nous ont donné une compétitivité, entre guillemets, artificielle qui a malheureusement réduit nos investissements. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait un constat sur notre productivité, on se rend compte qu'on est à la traîne là, en matière de productivité. Donc, d'avoir ce client-là juste à côté, 350 millions de consommateurs, a pu injecter une certaine dose de confort. Et je pense que l'heure est venue de se diversifier. Et la bonne nouvelle, c'est que rappelez-vous que j'ai parlé d'une vingtaine de produits, 15 en particulier, le plus à risque, et on a essayé de chercher dans le monde des endroits où on importait tout autant que les Américains, voire parfois même plus. Et voyez que pour chaque produit, encore une fois, je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive ici, pour chaque produit, on a trouvé des marchés. Très souvent, l'Union européenne, et M. Charest, Jean de son prénom, nous rappelle, et à juste titre, que l'on a un traité de libre-échange avec l'Europe. Donc, la question que l'on pose ici, ne peut-on pas en faire plus avec l'Europe? Point d'interrogation. Les Européens, eux, semblent l'avoir compris, parce que depuis cette signature du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, les exportations en Europe vers le Canada ont augmenté beaucoup plus que nos exportations vers l'Europe. Donc, point d'interrogation. Mais l'autre note que je tiens à faire ici, c'est noter la présence du Canada parmi les autres marchés. Et là, ici, ce que j'appelle Canada, c'est évidemment Canada excluant Québec. Donc, il y a de la place, il y a des importations de produits similaires aux nôtres présentement et d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, dans les provinces canadiennes. Donc, encore une fois, je pose la même question que pour l'Europe. Ne peut-on pas en faire plus avec les autres provinces canadiennes? Mais là aussi, il y a des barrières à l'entrée qui existent, qui sont là, sur lesquelles c'est temps qu'on travaille. Je sais que plusieurs personnes en ont fait mention dans les semaines récentes, mais on faudrait peut-être s'installer autour d'une table et voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de diminuer ces barrières dans le commerce interprovincial. Donc, ça, c'est ce que je dis ici. Donc, le Canada qui apparaît souvent comme marché, mais là, si on veut conquérir de nouveaux marchés, ce qui évidemment, ce ne sera pas simple. Il ne suffit pas d'appeler en Europe, et là, je vous caricature la chose, d'appeler en Europe en leur disant « Ah oui, on avait des bateaux en route vers les États-Unis, mais là, préparez-vous, on vient de les détourner vers l'Europe parce que M. Trump nous fait la gueule. » Mais non, parce que l'Europe, présentement, importe d'ailleurs. Donc, il va falloir partir à la conquête de nouveaux marchés. Et ça, ça va exiger qu'on soit sur notre 36, qu'on se mette en beauté, et ça va passer par une amélioration de notre productivité. Ici, j'ai mis des données canadiennes, j'aurais pu facilement mettre des données québécoises, mais on est à la traîne en matière de productivité, et je regardais encore une fois les données d'investissement des entreprises au Québec. Il y a eu un recul en 2023, un recul en 2024, et ça, c'était avant l'arrivée de M. Trump. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais on investit moins parce qu'il y a trop d'incertitudes. C'était avant M. Trump, des reculs donc d'investissement en 2023, un autre recul en 2024.
Et ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer notre productivité. Donc, clairement, du travail à faire là-dessus si on veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Mon bon ami Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke en a reparlé à nouveau cette semaine, lui qui est responsable de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, à quel point là, le poids de l'impôt sur les sociétés qui est plus prononcé au Québec qu'ailleurs, c'est 6,6 du PIB par rapport à une moyenne de 4,3 pour les pays de l'OCDE. Donc, l'impôt pèse et ça pèse sans doute sur l'investissement des entreprises, car on le sait, les entreprises vont investir une part de leurs profits, mais si les profits sont plus bas parce qu'on paye plus d'impôts, ben, ça peut jouer sur l'investissement. Donc, il y a peut-être un travail également à faire là-dessus là, en matière de pistes de solutions. Mais encore une fois, je tiens à répéter, si jamais, et là je disais tantôt que le PIB qui est le plus exposé selon nous, c'est un genre de 4% là, du PIB québécois. C'est effectivement c'est 4%, mais qu'au final, le PIB recule de 3%. Il n'y a aucune des solutions que je viens de présenter qui, à elle seule, va compenser ce 3%. Ça va prendre une combinaison de facteurs. Il va falloir que tout le monde se retrousse les manches. Et tantôt, je vais réinviter mes amis de BCF à parler là, des événements à venir pour mettre en place ce travail. Je vous laisse sur la dernière partie de l'étude. Évidemment, moi, je suis un ennuyeux économiste. Donc, je vais parler uniquement de l'aspect économique de la chose. Mais oui, je comprends qu'il y a un débat politique derrière tout ça. Mais moi, j'invite à la prudence concernant la réplique canadienne. Oui, je sais qu'elle est déjà en place, qu'on continue même de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus dans cette réplique-là. Mais ça, c'est le débat politique. D'un point de vue économique, les bienfaits du libre-échange. Écoutez, vous connaissez sans doute la vieille blague qui dit que vous placez 10 économistes dans une pièce et vous allez avoir 11 opinions différentes. Mais dans ce cas-ci, en ce qui concerne le libre-échange, c'est unanime parmi les économistes que le libre-échange est un bienfait. Ça permet à chaque pays de se spécialiser dans leurs forces, de focusser sur leurs forces, de mettre les ressources au bon endroit sur les produits, les services dans lesquels ils excellent et de prendre ce pourquoi on excelle moins d'ailleurs parce qu'on ne peut pas être bon en tout. Et donc, pour moi, le libre-échange, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais là où je veux encore plus insister là, sur la prudence par rapport à la réplique, François en a fait mention un peu tantôt. Il faut regarder qu'est-ce qu'on importe exactement au Canada, au Québec, en provenance des États-Unis. Et ce qu'on importe, c'est beaucoup de produits qui sont soit des intrants à notre production ou encore des biens d'équipement. Je viens de dire qu'il va falloir investir. Si on impose des tarifs sur les biens d'équipement, déjà le dollar a perdu un peu de valeur dans toute cette menace tarifaire. Et donc, baisse du dollar, on va tarifer en plus les biens d'équipement. Ça va être dur pour nos entreprises d'investir dans un pareil contexte. Donc, soyons prudents. Et même sur les biens de consommation, je reçois beaucoup la blague ces jours-ci parce que j'ai fait à plusieurs reprises cette présentation. Les gens qui me disent, ben, au moins, Mario, on pourra taxer les oranges, puis on mangera des pommes. Je veux bien, mais il reste qu'au final, tout tarif va avoir des répercussions sur l'inflation. Et je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que de l'inflation, on en a eu déjà pas mal dans les 3-4 dernières années. Est-ce qu'on en veut une autre couche? Donc, moi, je conclue tout simplement en disant que faisons attention, c'est pas parce que notre plus grand partenaire commercial commet présentement une bourde qu'il faut, nous aussi, commettre la même bourde. Mais encore une fois, ça, c'est l'économiste en moi. Aux côtés du politique, on m'a dit, oui, mais Mario, il faut que tu comprennes là, qu'il y a un jeu politique, un jeu de coude. M. Trump ne réagit
qu'à la force. Et donc, il faut nous aussi se montrer fort. Bon, d'accord, mais d'un point de vue économique, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc, on retient quoi? On retient que les exportations, c'est un rouage important de l'économie québécoise, que la menace tarifaire représente un risque élevé pour certaines industries, mais, soit dit en passant, j'ai pointé du doigt certaines industries, mais il n'y a personne qui est à l'abri de la menace tarifaire. Ça va toucher tout le monde. Il n'y a personne qui peut se prétendre immunisé de la menace tarifaire. Et la réplique tarifaire canadienne, moi, j'invite à la prudence. On peut regarder du côté de la diversification pour des solutions, la baisse des obstacles au commerce interprovincial et une réduction là, du fardeau fiscal pour être des solutions qu'on pourrait rapidement regarder. Je retourne à Manon qui va parler de ce qui s'en vient, ce qui va être la suite de tout ça. Puis je veux qu'on se garde dans une quinzaine de minutes pour avoir une discussion après tout ça. Donc, Manon, je te transfère la balle. Merci, merci Mario. Ne te prétends pas à un ennuyeux économiste. Ce matin, j'entendais à Radio-Canada une chanson qui a été faite par un artiste pour Pierre-Yves McSween. J'ai l'impression qu'on pourrait aussi t'en faire une, Mario. C'est bien fait. Ceci étant, au moment où on a dévoilé les résultats de l'étude dont Mario vient de vous parler, il y a plusieurs programmes qui étaient annoncés, que ce soit par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement, le ministère de l'Innovation. Et ce qu'on constatait en fait à ce moment-là, c'est que les entrepreneurs ne se trouvaient nulle part dans le dialogue. Et on s'est posé la question à ce moment-là, et si on faisait en sorte que cette incertitude-là devenait un catalyseur pour mobiliser nos forces vives, puis consolider tous les fondements de notre économie, puis ultimement repenser notre avenir collectif. Donc, c'est une grande invitation qu'on a lancée il y a quelques semaines, une invitation à tenir un sommet qu'on a d'abord appelé le sommet Québec-États-Unis, mais dont le nom sera dévoilé dans les prochains jours, puis ça va être plus évocateur que ça. Donc, c'est une invitation qu'on lance aux entrepreneurs, aux leaders d'affaires que vous êtes de participer à un événement 27 mai prochain dans lequel on souhaite réunir, comme Julie le disait d'entrée de jeu, des institutionnels, des chercheurs, des gens du monde politique, mais des entrepreneurs et des leaders d'affaires pour que votre voix soit aussi entendue et pour qu'on réfléchisse ensemble à la suite. Donc, dans la foulée de cette annonce-là, on a publié la semaine dernière une lettre d'opinion dans les affaires dans laquelle il y avait plus d'une cinquantaine de personnes du monde des affaires qui ont accepté de signer. À l'UQuébec, François Racine faisait d'ailleurs partie des signataires. Je vais me permettre de vous mettre dans le chat dans quelques minutes le lien vers cette lettre-là si vous souhaitez en prendre connaissance. Et si vous souhaitez prendre part à la discussion, au dialogue qui aura lieu lors de ce sommet-là, je vous invite ou bien à suivre BCF sur LinkedIn ou à vous inscrire à notre infolettre pour avoir tous les détails et faire partie de l'échange. Je vais laisser, et c'est ce qui conclut la présentation des résultats de l'étude en espérant que ça aura été profitable, bénéfique et que vous aurez appris autant que nous, on a appris, du moins moi que j'ai appris en la lisant et Mario en la faisant. La parole est à vous si vous avez des questions. Nous sommes tout oui pour y répondre. En fait, Manon, je vais commencer par réagir sur juste certains compléments d'information. Merci d'abord pour la présentation. Moi, je trouvais ça intéressant de la partager. C'est vraiment une vue là, à haut niveau de l'ensemble de l'économie québécoise. Puis je pense que c'est bon d'avoir une perspective globale. Il y a peut-être des nuances ou des compléments d'information, je dirais, sur le volet aluminium. Puis d'ailleurs, je disais présentation à haut niveau. On n'a pas joué dans la présentation à l'UQuébec. Je voulais qu'elle soit présentée dans son intégralité. Mais le point que je veux dire, au niveau aluminium, évidemment, on parlait d'aluminium primaire principalement, là, 6 000 emplois parce que notre écosystème, c'est 40 000 emplois, c'est beaucoup de la transformation. Et en fait, au niveau de la transformation, dans les codes SCIAN, dans les codes d'exportation,
on est dilué. Je veux dire, quelqu'un qui fait des cadres de fenêtres en aluminium, ben, il est dans les cadres de fenêtres. Quelqu'un qui fait des remorques, il est dans les remorques, etc. Et c'est ces emplois-là de produits manufacturés là, qui sont fortement exposés, je dirais, et à risque là, au niveau de leur volume d'exportation. Contrairement à l'aluminium primaire, effectivement, qui est dans une position très, très forte et de forte dépendance des Américains. Donc, à peu près zéro risque. Dans le pire des cas, l'aluminium va aller ailleurs. Mais au niveau de nos produits manufacturés, c'est surtout ces gens-là là, qu'on a dans l'auditoire aujourd'hui, ben, on est conscient que de votre côté, les barrières tarifaires qui ne sont pas juste sur les intrants comme l'aluminium, mais également sur vos produits finis exportés, bien, ça vous fait évidemment très, très mal. Dans les pistes de solutions, bien, c'est sûr, on parle de diversification de marché. Mario l'a évoqué, évidemment, c'est des très longs processus. Dans certains cas, évidemment, on parle de qualification, de certification. Et si on parle de produits à fort contenu aluminium, sortir du continent américain, c'est très difficile. Puis je l'ai vu dans la boîte de commentaires, en fait, le prix de l'aluminium en Amérique du Nord est le plus élevé de la planète et exporter des produits à haut contenu aluminium à l'extérieur de l'Amérique du Nord, c'est extrêmement difficile parce que le coût de la matière première est plus cher en Amérique du Nord qu'ailleurs. Donc ça, évidemment, c'est un obstacle important. Pour les produits à plus haute valeur ajoutée, avec beaucoup de transformation, évidemment, c'est complètement différent. Là, si on prend un avion, par exemple, qui contient de l'aluminium, ce n'est pas la même chose. Mais si on prend un produit qui est juste de l'aluminium, ben c'est sûr que le coût de la matière première est plus cher en Amérique du Nord. Puis on est bien conscient, puis bon, ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre longtemps, mais les producteurs vont vendre au plus haut prix possible, puis le plus haut prix possible, mais c'est ce que les Américains sont prêts à payer. Donc, on est un petit peu dépendant de ça là, si on veut faire quelque chose en aluminium qui sort du continent. Au niveau des solutions, ben, ensuite, celle que Mario a mentionnées, nous, on pose beaucoup, évidemment, pour l'intensification des achats locaux, des achats publics. On continue de faire des représentations. Puis ça, c'est un levier sur lequel nos décideurs, nos gouvernements là, peuvent travailler rapidement. Je veux dire, il s'agit de mettre en place des conditions d'achat qui vont ouvrir la porte à des produits d'ici, qui vont être favorisés. L'autre élément, puis je pense que ça rejoint un petit peu la démarche sur laquelle Manon parlait. On parlait de réglementation, bureaucratie. On a des enjeux de productivité, mais un des impacts sur notre productivité, c'est la lourdeur administrative de faire affaire au Québec. Et ça, plusieurs de nos membres le mentionnent. Des entreprises qui considéraient venir faire des implantations au Québec nous ont dit trop compliqué. Fait que ça, c'est un autre élément sur lequel il faut vraiment, faudra travailler. Donc, fin de mon commentaire éditorial additionnel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres. Non, mais je suis content que tu l'aies fait. Je suis content que tu l'aies fait, François, parce que, tu sais, effectivement, nous, on était à haut niveau, là. Fait que, tu sais, de voir que au niveau de la désagrégation du secteur, c'est sûr que c'est Julie qui, d'entrée de jeu, disait on s'est retourné vite, mais je pense qu'on a quelque chose de bien en agrégé, mais c'était bien que tu mettes tes lumières là, au niveau de l'industrie de façon plus spécifique. Non, absolument. Moi, je trouvais ça intéressant, de façon à titre informatif, de partager au niveau, mais encore une fois, c'est sûr que de façon granulaire, je comprends là, que parmi les gens qui écoutent, ben, ils disent ouais, c'est pas tout à fait. Mais encore une fois, il y a des nuances dans tout, mais je trouvais ça intéressant d'avoir la vision à haut niveau. Puis après ça, bon, là, évidemment, c'est sûr qu'il y a des particularités là, pour différents types de marchés. Ben, vous l'avez vu de toute façon dans différents médias. Je pense que je l'ai clairement énoncé depuis déjà plusieurs semaines. Les exportations de produits d'aluminium transformés québécois vers les États-Unis sont fortement impactées, évidemment, par les mesures tarifaires là, sur les intrants canadiens. Et ben, le 2 avril est une autre date butoir importante là, qui pourrait ben, on l'espère, amoindrir, mais certainement pas empirer la situation. Mais on dirait qu'avant d'aller mieux, ça va aller pire. Là, on a vu ce matin l'ajout des tarifs sur l'automobile et les composantes. On ne va pas dans la bonne direction. Non, pas du tout. Puis je vais m'auto-poser une question si l'auditoire est peut-être gêné, mais enfin, je ne pense pas. Mais puisque je la fais souvent, la présentation, beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui me demandent bon, ça devrait être inflationniste, ces barrières tarifaires-là. Et effectivement, ça, c'est un constat qui est rapide à faire. Et souvent, les gens s'inquiètent de la suite en me posant comme question, mais est-ce que ça veut dire que la Banque du Canada va monter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation?
comme c'est mon ex-employeur, je ne vous dis pas que j'ai de l'information privilégiée, j'en ai pas du tout. Mais je pense qu'on peut être rassuré là-dessus. Là. Ceux qui pourraient penser qu'à cause de la montée de l'inflation, qui peut être associée ou qui sera associée à la montée des tarifs, pas penser que la Banque du Canada va réagir en disant « Oh, palais, voici que l'inflation repart, donc on remonte les taux d'intérêt ». Non, la banque va être beaucoup plus concentrée sur comment l'économie s'en tire à travers tout ça, comment l'économie passe à travers tout ça, puis va être beaucoup plus soucieuse de s'assurer de garder le plus possible. Parce que oui, ça va faire mal, là. Même dans ce qu'on suggère comme solution, François le disait, il n'y a rien qui se met en place d'un matin, là. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que la Banque du Canada nous arrive avec un autre coup de marteau par-dessus les tarifs pour essayer de combattre l'inflation. Donc là-dessus, on peut s'attendre à avoir sans doute même une aide de ce côté-là. Peut-être un point, Mario, tu es tellement bien placé pour commenter, étant donné ta formation. On parle d'aide gouvernementale, puis comment appuyer là, les secteurs affectés, mais nos gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, n'ont pas la meilleure des marges, sont déjà dans un niveau d'endettement extrêmement élevé. On l'a vu avec le budget du Québec déposé hier ou avant-hier. Je ne sais pas comment tu entrevois ça, mais les mesures d'aide, à un moment donné, on va peut-être manquer de marge de manœuvre. Ben, j'avoue avoir été tout de même rassuré, François, là-dessus, dans le sens où on a quand même été vocal à l'effet que non, on va aider. On va aider. On reconnaît que le déficit est élevé. Cependant, tu le dis bien, là, l'aide ne sera pas infinie. Et j'espère que l'aide viendra plus en crédit à l'innovation, en crédit à l'investissement, que de simplement envoyer des transferts. Mais on a quand même insisté sur le fait qu'on est conscient que la situation sera difficile et qu'on va soutenir les entreprises. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ça pourrait faire en sorte que les déficits s'alourdissent encore davantage. Donc, on n'est peut-être pas là au bout des nouveaux records et peut-être que l'an prochain, on annoncera encore un nouveau record de déficit, peut-être même pour l'année suivante. Mais écoutez, les circonstances sont quand même extraordinaires. On l'avait fait durant la COVID. J'étais à la Banque du Canada à l'époque. On l'a fait durant la COVID parce qu'on a aussi reproché à nos gouvernements d'avoir été beaucoup trop généreux durant la COVID. Et pour s'amuser, vous allez dire drôle d'amusement, mais on avait utilisé nos modèles à la banque pour simuler l'économie canadienne en soustrayant toute l'aide gouvernementale reçue. Et oh boy, c'était laid, là. Des taux de chômage de l'ordre de 30 à 35 %, des faillites d'entreprises en grand nombre. Donc, je pense que les gouvernements dans la situation, on va analyser tout ça, puis j'en suis convaincu. Mais je suis content de voir qu'on n'y va pas avec des messages genre, écoutez, ben, malheureusement, on ne pourra pas là, vous aider parce que regardez le déficit, on garde la porte ouverte, puis je pense que dans ce cas-ci, on fait bien. Non, je pense qu'on n'a pas le choix. Puis un peu comme toi, je pense qu'on veut devancer des projets d'infrastructure importants. Puis ben, j'espère en maximisant les contenus locaux, encore une fois. Puis évidemment, nous, on pousse pour qu'il y ait le plus d'aluminium possible dans ces projets-là. Mais je pense qu'idéalement, les entreprises aiment mieux avoir des contrats, des projets que des chèques ou des emprunts ou des prêts pour soutenir le cash flow. Donc, faisons-les travailler avec cette même argent-là plutôt que de boucher des trous. Mais évidemment, bon, ceci dit, il va y avoir des impacts quand même. Fait, écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Sinon, ben, on a fait le tour. Moi, j'apprécie. Ben, je vous remercie pour votre participation. Puis en passant, pour les gens qui écoutent, puis ça va être diffusé bientôt. Je parlais du 2 avril, qui est une date butoir importante. Hein. Il y a plusieurs mesures qui pourraient être mises en place. Donc, on prépare un autre webinaire le 8 avril. Je vois une question. Peut-on réduire les taxes à l'importation des matières premières autres qu'aluminium pour compenser les taxes à l'exportation? Les taxes à l'importation. Donc, on parle ici, j'imagine, de tarifs, parce qu'on ne peut pas taxer véritablement une importation. Donc, on demande si on pourrait les réduire. Mais encore une fois, sans vouloir vous servir du réchauffé, désolé, mais pour moi, tout tarif est
est pas bon. Donc, de faire du pick and choose puis dire, bon, mais sur ceci, on va le faire, sur cela, on ne le fera pas. C'est pour ça, tantôt, que j'hésitais même à dire qu'on devrait tarifer les oranges. Mais effectivement, pour moi, faut faire très attention à taxer des choses là, qui pourraient être des matières premières, parce que si vous taxez des éléments qui entrent dans votre production, vous ne vous aidez pas, là. Je pense que c'est un peu le sens de la question, hein, réduire les taxes à l'importation. Puis nous, d'ailleurs, on disait les éliminer sur les produits d'aluminium pour ne pas augmenter nos coûts. Hein, c'est exactement ça. Effectivement, effectivement. Donc, moi, personnellement, je ne vois rien de bon là-dedans. D'ailleurs, j'ai les cheveux assez gris pour m'en souvenir, là. Quand on a parlé du traité de libre-échange au milieu des années 1980, il y a bien des gens qui pensaient que le Canada est en train de se vendre aux États-Unis. Ça a été une des meilleures choses qui soit arrivée à l'économie canadienne dans les 40 dernières années. Fait que non, je suis assez libre-échangiste, voilà. Dernier commentaire sur nos commentaires et nos demandes, en fait, à cet effet-là. On n'a pas eu de signal ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des gens qui passent le message pour réduire ou éliminer les contre-tarifs sur les importations de matières premières. Je parlais tantôt, vous avez vu dans sa présentation le lien vers le processus de remise, en fait, des tarifs qui ont été payés. Donc, sous certains cas, on peut demander une remise des tarifs-là, mais nous, ce qu'on dit, considérant les problèmes de cash flow des entreprises, pourquoi leur faire payer un tarif, puis plusieurs mois plus tard, les rembourser, éliminons tout simplement ces tarifs-là qui augmentent les coûts. Il y a assez d'autres mesures qu'on ne contrôle pas, qui font mal, enlevons celles qu'on peut contrôler. Tout à fait. Écoutez, merci encore pour votre participation. On vous tient informé pour le 8 avril, parce que je suis convaincu que dans la semaine du 2 avril, il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'espère que ça va aller dans le sens positif, mais je ne gagerai pas grand-chose là-dessus pour l'instant. On n'a pas de signal très, très malheureusement encourageant, mais on espère tous que cette situation-là ne perdurera pas parce qu'elle est dommageable pour tout le monde. Puis d'ici ce temps-là, François, j'invite tout le monde à suivre là, on est le 27 mars, c'est le 2 avril, 6 jours, à un tweet à l'heure, là, les quelques centaines de tweets qui viendront du président Trump pour voir la suite des choses. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Merci Manon. Merci Julie. Ouais, merci beaucoup pour votre participation. Bye. Merci. Bye tout le monde.